Salut mes petits ombres chevaliers. Bon, j'espère que vous craignez pas trop le froid, à l'image de ces poissons qui peuvent survivre à des températures allant de -5 à -25 degrés. Et si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui on part en montagne, à la conquête des plus hauts sommets du monde. T'es sûr que tu préfères pas manger de la fondue plutôt? Alors oui, c'est sympa, mais l'aventure aussi c'est cool. Genre imaginez que vous êtes en train d'escalader une montagne. Bref, ça fait des jours que vous y êtes. Et là, enfin vous arrivez au bout du truc. Ça doit être un kiff incroyable en termes de sensations, une vue totalement imprenable et beaucoup d'adrénaline. 最后50米，我感觉我在缺氧。 Mais pour ça, faut être prêt à prendre des risques. Parce que même si la montagne ça vous gagne, bah ça peut être aussi fatal. Dédicace à tous les quartiers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Tropez, bien t'as vu En fait, pour vous donner une idée, selon les derniers chiffres de la SNOSM, en moyenne, 117 accidents mortels sont recensés chaque année, et ça rien qu'en France. Je vais peut-être annuler mes vacances au ski, moi. Non mais t'inquiète, hein, tout le monde ne meurt pas en faisant du ski. Hein. C'est juste qu'il faut avoir pleinement conscience des dangers de la montagne, quoi. Fuck, avalanche! Fuck. Et du coup, entre la météo qui change tous les quarts d'heure, les avalanches et les chutes de pierre, ça fait pas mal de risques. Et du risque, va y en avoir dans cette vidéo, avec des histoires d'accidents de plus en plus terribles. Et je précise, comme une vidéo un peu similaire est arrivée sur la chaîne de Trash, sachez que ceux dont on va parler aujourd'hui seront totalement inédits. Alors je vous laisse deviner dans quelles conditions catastrophiques les personnes qu'on va voir aujourd'hui y ont laissé la vie. Ou pas forcément. Bref, les 3 pires accidents en montagne, c'est parti. Alors bon, je suis sûr qu'en parlant d'accidents de montagne, vous avez tout de suite pensé à de violentes avalanches, des gros rochers qui se pètent la gueule, des tempêtes de l'enfer, bref, à des grosses catastrophes quoi. Mais en montagne, suffit parfois d'un tout petit détail pour déclencher un terrible accident. Là, on est le vendredi 20 mai 2016 et Yannick Niez, un randonneur fan de raquettes, se lance dans une promenade du secteur de Samkoui, le massif pyrénéen de la Pierre Saint-Martin. Et si Yannick connaît par cœur le coin, parce que quand même il est bien rodé, il oublie de prévenir sa famille qu'il est parti en rando. Ce qui est plutôt une erreur, du coup, quand on part en montagne. Et d'ailleurs, lui, il va vite le regretter. Parce que, alors qu'il marche à un rythme effréné, la neige se dérobe soudainement sous ses pieds. Et là, il tombe. Il tombe, et il arrive alors au fin fond d'une crevasse. Mais heureusement, il n'est pas blessé. Et durant toute la chute, d'ailleurs, il reste conscient. Et arrivé en bas, la seule chose qu'il observe autour de lui, c'est des parois de neige d'à peu près 12 mètres de haut. Soit donc, du coup, un immeuble de plus de 3 étages. Et là, il va se dire, ça va être un peu tendu à remonter tout ça. Ouais, enfin bon, il est quand même coincé dans un trou sans un pecno à la ronde, donc il y a quand même mieux en matière de bonnes nouvelles. Ouais bon, d'accord, c'est pas vraiment l'idéal, d'autant plus que la 4G, je vous le dis, mais ça ne passe pas au fond d'une crevasse, et du coup s'il veut pas décéder, il va devoir escalader cette paroi, mais alors qu'il s'y essaye, ça ne donne pas un très grand succès à ses tentatives, puisque la paroi est super lisse, et les saillies très tranchantes. Donc vous voyez, en fait, les saillies, c'est sur la paroi en fait de neige, il y a des petites pointes bien acérées, et faut pas tomber dessus quand on glisse. Sinon, on a vite fait de se vider de son sang. Et comme Yannick, lui, il n'a pas envie de perdre une goutte, il décide de faire la seule chose dont il est capable, attendre. Mais c'est grâce à son passé de militaire qu'il va réussir à mettre son corps au ralenti, en dormant beaucoup et en buvant de la neige fondue, un peu comme une grosse marmotte. 2 jours passent et Yannick commence un peu à perdre espoir. Pour ne rien arranger, la nature vient s'en mêler et il se remet à neiger. Il a donc davantage de risques de faire une hypothermie. C'est grâce à ses vêtements de rechange et à ses raquettes qu'il place respectivement sous ses pieds et sous ses fesses qu'il réussit à rester au sec. Bon, à ce moment-là, je ne vous le cache pas, c'est pas trop l'éclate pour Yannick, qui est persuadé qu'il va crever tout seul au fin fond de son trou, sans avoir revu tous ses proches. Mais d'ailleurs, en parlant de proches, il y a personne qui s'inquiète pour lui à ce moment-là? Si, en fait, ses parents notamment, qui préviennent la gendarmerie dès le lendemain de sa disparition. Et si sa voiture est retrouvée le dimanche, il faudra attendre encore 3 jours, soit le mercredi d'après, pour qu'il soit enfin retrouvé. D'ailleurs, son sauvetage a réquisitionné une très grosse équipe, avec des gendarmes, mais aussi des pompiers, et même un hélico de la Guardia Civile. Donc voilà, il fallait ça pour le sauver de son trou. Et en remontant enfin à l'air libre, clairement, il fait peine à voir. Il est dans un état, vous voyez, d'hypothermie avancée. En fait, il a les pieds gros comme des jambons, parce qu'ils ont gonflé à cause de l'humidité, et il est salement blessé aux chevilles. En fait, au final, il sera resté bloqué plus de 5 jours et 5 nuits au fond d'une crevasse, ce qui en soi est un sacré exploit. Il a eu du bol, le gars. Carrément, d'autant plus que ce genre d'accident arrive très souvent en montagne, et que les témoignages de survivants sont d'autant plus rares. Un peu comme le témoignage de Joe Simpson, un alpiniste de renom qui a survécu dans une crevasse alors qu'il avait perdu près d'un quart de son sang. Ou même l'alpiniste John Hall, qui a fait une chute de plus de 20 mètres et qui a filmé toute la remontée, alors qu'il avait plusieurs côtes fêlées. Thankfully, I didn't keep falling that way. En tout cas, si la nature est capable d'emprisonner un homme pendant 5 jours simplement à cause d'un peu de neige qui se dérobe, voyons ce qu'elle est capable de faire quand elle se déchaîne davantage.
Alors, à votre avis, quel est le sommet le plus haut au monde? Ah bah ça c'est facile, c'est l'Everest. Alors oui, pardon. Du coup, avec ses 8658 mètres, eh bien l'Everest bat évidemment tous les records. D'ailleurs, il fait partie du club très sélect des 8000, et non pas des 10 000, hein, comme ce cher Greg. Donc c'est le nom sympathique là qu'on donne aux 14 sommets les plus hauts du monde. Et maintenant, si je vous demande quel est le sommet le plus dangereux, ah, vous me répondez quoi? Eh ben, l'Everest. Eh bien non, justement. Elle était tellement simple. Ce n'est pas l'Everest. En fait, c'est un amalgame qu'on fait souvent, de croire que le sommet le plus haut est aussi le plus dangereux. Après, bon, l'Everest, c'est pas non plus hyper simple d'accès. Mais il existe plus coriace que lui, comme par exemple le légendaire K2, et c'est 8611 mètres. Vous voyez, c'est quasi l'Everest, quoi. Et d'ailleurs, les deux ne sont pas très loin, quoi, c'est un peu dans le même bazar. Mais croyez-moi que, déjà que l'Everest, c'est pas simple, mais ceux qui se frottent au K2 voient vraiment la différence. Et du coup, si on l'appelle la montagne sans pitié, bah, ce n'est pas un hasard, puisque, selon le Himalayan Database, bah, le taux de mortalité du K2 frôle les 22%, qui fait que, grosso modo, un alpiniste sur 5 meurt en l'escaladant. Ça fait beaucoup là, non? Mais bon, même si le K2 a beau être super dangereux, il continue quand même de faire fantasmer les aventuriers du monde entier, un peu comme Mike Horns, qui en est déjà à son 3e essai pour tenter de le gravir, mais pour l'instant sans succès. Le 31 juillet 2008, plusieurs départs sont programmés pour rejoindre le camp 4. Et là, a priori, on n'est pas sur des débutants, puisqu'on parle d'alpinistes et de grimpeurs chevronnés. Bref, du coup, des gens qui connaissent bien la montagne. Et à côté de ça, il y a aussi des Sherpas népalais et des porteurs pakistanais, qui sont en fait les gars qui portent tout le matos en amont pour que les alpinistes puissent grimper tranquillou, quoi. Sauf que là, ce jour-là, il va y avoir tout un tas de petits problèmes un peu relous. À commencer par la maladie du porteur Shaheen Beg, qui doit redescendre d'urgence au camp de base numéro 3. Donc vous voyez, en fait, les camps de base, en fait, c'est des relais dans lesquels on peut se restaurer et se régénérer les PV, quoi. En gros, tout simplement, avant de grimper le sommet, quoi. Ah merde, c'est parce qu'il avait la gastro qu'il a dû faire demi-tour? Alors non, ce n'est pas la gastro, puisque là, on parle d'une vraie maladie, on va dire, qui touche d'ailleurs très souvent les amateurs de grimpettes, et qu'on appelle le mal des montagnes. En montagne, plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue, ce qui entraîne une raréfaction de l'air. Le mal des montagnes est donc dû à un déficit en oxygène et se manifeste par des vertiges, des nausées ou des tremblements. Ceux-ci peuvent durer entre 24 et 48 heures, mais s'ils ne sont pas pris au sérieux, ils peuvent évoluer vers une forme plus grave d'œdème cérébral de haute altitude. Là, vous allez me dire, bon, un gars en moins, ça va, il en reste encore plein. Certes, sauf que c'était quand même le plus expérimenté des porteurs. Et surtout, c'est le seul qui a déjà monté le K2. Donc voilà, c'est un peu chiant, il vous manque un peu le capitaine, quoi, là. Et du coup, malheureusement, son absence va engendrer d'autres petits soucis, notamment des mauvais placements de cordes et des erreurs d'inattention sur le matos des alpinistes. Bref, il est presque 3 heures du matin, il fait alors nuit noire quand les grimpeurs s'engagent sur le bottleneck, qui est considéré comme un des endroits les plus dangereux du monde. En gros, faut vous imaginer une sorte de grand couloir très étroit, presque à la verticale, qui s'étend sur une centaine de mètres. Ouais, comme une sorte de mur d'escalade glacé, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que là, à tout moment, tu peux te prendre un gros bloc de glace sur la tronche. Et même si le bottleneck, ça ne fait que 100 mètres de large, grosso modo, c'est l'un des passages les plus hardcore. Et c'est d'autant plus frustrant qu'il n'est qu'à 400 mètres du sommet. Et donc, à cause de ça, les grimpeurs peuvent y rester des heures entières. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque c'est à 8 heures du matin, soit 5 heures plus tard, que les alpinistes réussissent enfin à franchir le bottleneck. Ils sont passés donc 5 heures sur ce mur de glace. Et du coup, après de longs efforts, la majorité des grimpeurs arrivent jusqu'au sommet. Mais c'est malheureusement lors de la redescente que les catastrophes et les morts vont s'enchaîner, à commencer par celle de l'alpiniste Dren Mandik, qui va détacher sa corde fixe à cause d'un problème d'équipement, et qui, à cause de ça, va basculer dans le vide. Mais c'est horrible! Ouais, et malheureusement, il ne survivra pas à ses blessures. Et en plus de ça, avec la chute d'un porteur à cause d'un mal des montagnes, des cordes qui vont se péter, de nombreuses chutes de glace et des avalanches à répétition, c'est près de 11 personnes qui vont mourir pendant ces 2 jours d'excursion. Notamment lors de la redescente, alors qu'ils croient que ça y est, ils ont réussi et qu'ils peuvent se détendre. Bref, un chiffre qui peut faire frémir, mais qui fait pas le figure à côté du nombre de victimes du prochain accident. Comme on l'a vu juste avant, le K2 c'est très efficace pour tuer des gens, mais en même temps je ne vous avais pas encore parlé de l'Annapurna, vous voyez, qui est l'un des sommets les plus hostiles de l'Himalaya. Avec ses 8091 mètres d'altitude, l'Annapurna est un peu comme le Saint Graal des alpinistes, étant donné que c'est le sommet qui a été le moins escaladé du monde. Avec les chutes de neige, les avalanches et les violentes tempêtes, les dangers y sont omniprésents. Pour vous donner une idée, il y a seulement 130 personnes qui ont réussi à le dompter, et près de 53 personnes qui sont mortes sur ses flancs. 路线太他妈有意思了啊！你看这里，全部是空的，就能够看到山脊的对面了。还有呢，这里
有很多这个以前留下来的绳子，我操他妈的，用错了就歇菜了。 Bref, là, le taux de décès est encore plus hardcore. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est vraiment pas le cadre idéal pour une petite promenade de santé. Et paradoxalement, c'est aussi l'un des lieux où chaque année, des centaines de gens viennent s'essayer au trekking. Attends, le trek, c'est pas cette discipline de taré où tu dois marcher pendant des heures au péril de ta propre vie pour repousser tes limites? Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, y a des gens qui sont prêts à payer des fortunes rien que pour ça. À votre avis, combien de thunes faudrait claquer pour pouvoir faire du trekking dans un lieu un peu hostile? 5000 balles, eh ouais, 5000 balles. 1492, tout à l'heure j'ai regardé. Eh bien non, 50 000 balles pour avoir les cuisses en feu et même parfois pour crever. Bon, après chacun ses passions évidemment. Bref, tout ça pour vous dire que le 16 octobre 2014, il y a plus de 400 personnes surmotivées qui se lancent sur le trek. Sauf que vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu. Puisqu'une fois arrivé à 5400 mètres d'altitude, eh bien la météo change brutalement avec un vent féroce et glacial qui baisse drastiquement les températures. Je devrais le faire à chaque tournage, déchirer le travail des autres. C'est vraiment pas gentil. Et selon certains témoignages de participants, il faisait tellement froid que leurs cils étaient en train de geler. Sauf que tous ces changements de météo vont entraîner une énorme avalanche qui va tout emporter sur son passage. Comment ça me ferait trop peur d'être coincé dans une avalanche? Je plus sois, on n'est pas sur l'expérience la plus rassurante. On pourrait mettre Gustave d'ailleurs dans le coup. Je vous fais un truc sur Gustave, si ça vous branche évidemment. Mais dites-le en commentaire quoi. D'autant plus que lorsque l'avalanche vous frappe, vous prenez ça en pleine gueule, à une vitesse de 300 km/h parfois. Et quand on voit par exemple certaines images du freerider français Michael Binbos, ça peut donner quand même froid dans le dos. Et aussi dans la nuque, dans la tête, entre les jambes, enfin partout quoi. Si on appelle les avalanches les monstres blancs ou les morts blanches, ce n'est pas un hasard. Rien que pendant l'hiver 2020-2021, plus de 135 accidents d'avalanche ont été déclarés dans les massifs français, dont 40 mortels. Et si vous avez une chance de survie dans les premières minutes d'ensevelissement, au-delà de 15 à 20 minutes, vous avez 80% de chance en moins d'en sortir vivant. Et donc au total, c'est près de 43 personnes qui vont mourir de cette avalanche. Ce qui fait de ce trek l'un des plus meurtriers de tous les temps. Le pire, c'est que cet événement aurait pu être évité. Selon le climatologue de l'université de Katmandou, Ngamindra Dahal, les services météorologiques savaient très bien que des vents très forts et de grosses pluies allaient s'abattre sur le pays. D'ailleurs, tout le monde était au courant. L'info avait même circulé dans les médias. C'est juste que ça n'a pas été transmis aux randonneurs. Ah ouais, c'est pas pro du tout ça. Ouais, d'autant plus qu'on a pu prouver que certains grimpeurs n'avaient pas de permis de trek. Alors que normalement c'est un document obligatoire pour tous ceux qui veulent randonner. Et ça, c'est clairement la faute aux agences de trekking, qui ont parfois légèrement tendance à négliger l'aspect sécuritaire, au détriment de la tunasse. En même temps, quand on voit le prix que je vous ai annoncé au début, on comprend qu'il y en a qui fassent passer ça en premier plan, quoi. Du coup, si vous faites du trekking, renseignez-vous bien avant de partir en expédition. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes toujours tenté d'aller en montagne, parce qu'une chose est sûre, la montagne... Ça vous gagne. Non, ça ne vous gagne pas du tout. Non, la montagne a beau causer en fait des centaines de morts par an, elle ne cessera jamais d'attirer des aventuriers et des alpinistes du monde entier. Ouais, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi ils y retournent si c'est si dangereux? Eh bien tout simplement parce que ces gens sont complètement accros. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ivresse des sommets, qui est un phénomène d'addiction à la grimpe et au fait de toujours chercher à se dépasser dans des conditions toujours plus extrêmes. Un peu finalement, somme toute, comme chaque sport extrême, où justement la dose d'adrénaline est tellement élevée qu'on ne peut pas connaître ça dans une vie normale. Et donc voilà, certains peuvent aisément tomber accro là-dedans. Si évidemment l'aspect risque ne les rebute pas. Bon, voilà la poiscaille. En tout cas, j'espère que je ne vais pas vous dégoûter en fait de la montagne. Parce qu'on rappelle quand même que la montagne, c'est bien. À la prochaine vidéo quoi. Ah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein.